C'est à vous, Leonardo. Leonardo va parler de la stratégie de programmation pour générer. Vous avez la parole. Je pense que vous voyez mes slides. Merci. J'apprécie énormément cette possibilité de parler, de présenter les données. C'était possible et aussi grâce au financement d'IFCA et de vous donner des indications, quelques indications sur les données qui ne sont pas encore publiées. Depuis le descriptif d'origine par Thomas Addison en 1855 à King's College à Londres, et il y a une croissance exponentielle dans la compréhension de comment ces insuffisances puissent être créées, comme vous pouvez le voir dans ce calendrier où il y a les faits marquants dans cette historique de recherche de thérapie de remplacement. Plus récemment, on a pu voir une meilleure compréhension de la biologie, ce qui a été rendu possible par la réflexion sur les traitements alternatifs tels que des thérapies basées sur les cellules ou sur les techniques mentionnées par Stéphane. Donc, Stéphane vient de présenter ces données de manière plus générale, mais pour la thérapie génique, il faut avoir une version fonctionnelle d'un enzyme défectif à partir de l'utilisation de virus comme vecteur de Ces stratégies travaillent de manière peut-être un peu transiente dans les modèles animaux, dans le HCS. Sachant les connaissances sur la biologie, surtout sur l'auto-renouvellement, on sait que ce serait possible d'avoir un traitement et de le rendre un petit peu plus permanent, ce qui permettrait de cibler les cellules souches du cortex surrénalien. Une autre stratégie qui n'est pas testée et qui est toujours sous l'ombrelle de la thérapie génique serait de fournir les outils d'édition du génome pour les surrénales. Évidemment, ce n'est pas testé. Et encore une fois, la thérapie traditionnelle génique, pour faire en sorte que ce traitement soit permanent, il faut cibler les cellules souches qui pourraient générer dans le temps des cellules qui ont été guéries, en quelque sorte, des défauts génétiques subis. On s'est intéressé depuis un certain temps à la thérapie cellulaire et dans ce cas précis, l'idée, c'était de transplanter des cellules surrénales fonctionnelles. Comme Stéphane l'a dit, ça pourrait être une transplantation ou ça pourrait être le résultat de reprogrammation, de changer les phénotypes ou d'utiliser des protocoles qui nous permettraient d'obtenir des cellules avec un phénotype. Évidemment, c'est un travail en cours, financé par l'IFCA pour générer, en utilisant différents points de départ, différents substrats, différentes stratégies de programme. On a focalisé surtout sur la conversion de lignage des cellules somatiques, soit saines, soit de la transdifférenciation. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres stratégies qui sont possibles. Par exemple, la transplantation de cellules surrénales fonctionnelles, des cellules non différentielles qui sont similaires mais non pas identiques. Et ces cellules, en théorie, avec une approche pas à pas, pourraient être différenciées vers d'autres types de cellules. Ce que vous allez voir maintenant dans la prochaine slide, dans cette partie,
Vous allez voir la génération des cellules surrénales par le biais d'IPSC. Et c'est quelque chose et c'est quelqu'un à Dresden qui travaille dessus. Je voulais vous dire que les cellules somatiques peuvent également à partir de patients atteints de HCS par la modification génétique peut produire une guérison par la reprogrammation. Comme je l'ai dit, on a utilisé différents substrats cellulaires pour la reprogrammation. Vous voyez sur la gauche, vous pouvez voir un donneur de peau ou des fibroblastes. C'est le substrat le plus accepté pour faire ce genre d'expérience et c'est très facile à maintenir. Mais il faut demander une biopsie et à l'époque de l'étude, on n'avait pas le droit de le faire. Ce n'était pas dans l'approbation éthique parce qu'il fallait avoir des échantillons de patients ayant moins de 16 ans. On a aussi utilisé des prises de sang et là, on a 2 ou 3 populations qu'on a pu utiliser avec succès pour reprogrammer des cellules souches comme substrat pour la transdifférenciation. Par exemple, on peut utiliser le CD34, ce qui circule, et on a utilisé différents supports. Des cellules épithéliales, mais surtout progénératrices. On a utilisé des cellules établies à base d'urine, et vous voyez ça à gauche. Quand vous collectez de l'urine, vous voyez que la grande majorité des cellules sont pleinement différenciées. Mais si vous êtes patient et vous attendez droit à 10 jours avec une formulation spécifique, vous verrez qu'apparaît un certain nombre de colonies dans la culture. Vous avez une colonie de type 1 qui ont des bords très distincts. Vous avez aussi des colonies de type 2, de urine-dry stem cells, qui sont caractérisées. Ils ont une morphologie assez typique, qui sont viables pour plusieurs passages et bancables. Et ces cellules, comme vous voyez à droite, ce sont des cellules assez classiques, des cellules expression de marqueurs avec des marqueurs d'obésité, mais qui n'étaient pas positifs pour d'autres marqueurs, si vous voyez en bas. Donc, ces cellules dérivées de l'urine, origine du rein. Il y a eu des études, si vous collectez de l'urine d'une femme qui a reçu un rein, une transplantation de rein d'un donateur, eh bien, les cellules souches auront le chromosome correspondant. Donc, il y aura des caractéristiques du tract urinaire supérieur. Donc, la plupart des études dans notre laboratoire, on s'est servi de ce genre de cellules souches et aussi des fibroblastes. Donc, on a une approche d'essai. Voici le protocole qu'on a utilisé pour pouvoir générer. On utilise un virus de liaison pour livrer un niveau élevé d'un facteur 1 eugénique. C'est un facteur clé de transcription dans le développement hydrogonadal et la présence de haut niveau de cycle ANP, de BRC-AMP pour les cellules sécrétant de la cortisone
et viabilité des cellules. Et on a utilisé LH, RH et les autres composants que vous voyez en bas de notre slide. Sans passer en revue l'ensemble des données, mais les cellules qui étaient programmées par le biais de cette stratégie, c'était une expression nouvelle au niveau de la MAN. Et on a utilisé un spectromètre de masse pour développer un panel de produits stéroïdiens. Mais comme vous voyez ici, il y a eu une sécrétion d'une variété de métabolites stéroïdiens. Vous avez le récepteur ACTH de type 2 et les protéines associées. Ils étaient responsifs à stimuli physiologiques comme ACTH dans le panel C. Et vous avez aussi une réaction à BRCAMP. Et on a déjà entendu beaucoup de choses par rapport au HCS. Mais les gènes les plus affectés, c'est les CY21, le CYP21A2. Mais la plupart des patients CY21 ont des composés hétérozygotes. Et ici, on voit on sait que si vous avez une déficience en CY21, vous aurez de pair des sécrétions de cortisone de manière concomitante avec une accumulation de différents précurseurs qui mènent, comme on le sait, à une production accrue d'androgènes par différents chemins. Vous avez le niveau le plus bas de cortisol qui résulte dans un feedback négatif, ce qui produit une augmentation de CH et ACTH qui mène à une hypertrophie du gland. Voici d'autres exemples de gènes qui affectent le ACTH. Pour en revenir à nos expériences, on a évalué les profils de stéroïdiens de patients avec ACTH à partir de l'urine qu'on a pu collecter de nos visites patients à 300 hôpitaux et on faisait de la programmation en parallèle. Et comme vous pouvez le constater, vous avez le patient 1 qui avait une mutation la plus courante, PI 172, et qui résulte dans une forme différente de HCS, entre 1 et 10%. Et comme attendu, il y a une accumulation de métabolites qui précède l'activité de 21 hydroxylase et progestérone. Et donc, disposer de ces cellules qui ont bien répliqué avec des bons caractéristiques phénotypiques en termes de métabolites, on a testé si oui ou non on pouvait restaurer une stéroïdogénèse normale en utilisant un enzyme porté par un virus. Et ici, vous voyez les résultats plus détaillés pour le premier patient. Donc, avec CYP21, vous avez une augmentation dans la sécrétion de cortisol. C'est dépendant de l'infection, mais de manière concomitante avec la réduction de progestérone
C'était répliqué d'ailleurs chez d'autres patients qui avaient une mutation sur d'autres enzymes. Et si, évidemment, vous surexprimez dans un patient CYP21, rien ne se passe, mais parce qu'il faut remplacer l'enzyme qui est défectueux. Donc ces résultats étaient viables finalement in vivo dans la transplantation, mais pas dans un modèle d'adrénosuffisance. Les cellules peuvent être obtenues par une conversion de lignée. Des conditions génétiques peuvent être modélisées et les interventions peuvent être testées, mais les cellules sont reprogrammées, sont en arrêt de prolifération, comme vous pouvez le constater, le PCNA à droite. On pense que la manière dont on a pu concevoir le protocole, cela dépasse d'une certaine manière des événements biologiques qui normalement auraient lieu au niveau de la capsule où il y a un jeu très intime entre les différents cheminements. Donc, c'est quelque chose qui nous manque et qu'on ne pouvait pas détecter les cellules qui avaient des caractéristiques des cellules souches dans notre population. Mais la programmation est forcée et évidemment, on utilise des lentivirus. On est un peu loin d'une utilisation clinique de ce type de cellules, mais c'était un pas vers l'avant. À l'heure actuelle, comme vous le savez, ce travail était fait surtout dans mon postdoc Gérard. Maintenant, il est à Harvard. Et avec le financement d'IFCA, il essaie de pousser ce projet vers l'avant, pas seulement en essayant de trouver un protocole, d'avoir une approche plus pertinente de manière physiologique et de tester les cellules dans les modèles animaux. Et s'il me reste quelques minutes, je pourrais peut-être vous raconter ce que nous faisons maintenant. C'est toujours aligné avec un nouveau traitement de base pour le HCS en général. Il y a une protéine qui s'appelle delta-like homologue. C'est un ligand atypique de Notch qui sert à réguler des événements de différenciation. C'est vrai pour les hépatoblastes, par exemple. C'est un marqueur de cellules souches ou cancéreuses dans le foie. Voilà la manière dont cela agit dans les cellules. Mais de base, on sait maintenant que les cellules DLK1 sont des précurseurs stéroïdiens ou stéroïdogènes. Nous avons pu le démontrer à partir d'un traçage génétique des cellules rouges que vous voyez dans l'extérieur, dans la périphérie, se produisent entre 3 et 5 semaines. Ensuite, ils ont migré vers le cortex et sont devenus des cellules positives et donc ils produisent des stéroïdes. Donc le phénotype est sous examination, c'est sous étude et on peut dire que ces cellules sont un peu dormants en fait, comparé à un développement normal. Que sont des précurseurs stéroïdogènes au cours du développement embryonnaire. Étant donné le phénotype que nous avons comme être humain, il est probable que ce soit aussi le cas pour les surrénales humains. Ce qui est important, c'est le premier marqueur, les cellules capsulaires, et sont de plupart inactives après la naissance et contribuent de manière limitée à la genèse
des cellules néostéroïdogènes. On peut isoler les cellules dans des souris et on fait une caractérisation d'un point de vue protéonique, mais on essaie également de générer ce type d'organoïdes surrénal principalement actifs pendant l'embryogenèse, mais qui peuvent être un peu réactifs postnatalement si nécessaire. Mais c'est un peu loin. Et il y aura très probablement des nouvelles applications pour différents troubles. Je vous ai perdu. Nous sommes là. Pas d'inquiétude. J'ai perdu la connexion un instant. Une dernière diapo pour remercier les membres actuels et passés de mon équipe au laboratoire, sans oublier les patients qui ont participé à cette étude, des patients dans différents hôpitaux à Londres, et bien entendu les organismes de financement du passé, de l'avenir et du présent. Merci infiniment de votre écoute. Merci à vous, Leonardo. Je passe maintenant la parole à Pierre et Stéphane pour la séance de questions-réponses. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement. C'est moi qui lance les festivités. J'aimerais tout d'abord vous remercier, chacun d'entre vous, pour ces interventions extrêmement intéressantes. Et on constate de grandes avancées dans ce domaine au cours des 15 dernières années. Et c'est grâce au soutien de l'IFCA, notamment, mais aussi de ces efforts collaboratifs qui se sont installés par le biais de l'IFCA, grâce au soutien de l'IFCA, le soutien apporté par l'association à ce type d'études. J'ai quelques questions concernant la thérapie génique parce que je sais que le dernier intervenant n'en parlera pas et peut-être que Stéphane pourra apporter un éclairage. La stratégie virale, je me posais la question, à votre avis, est-ce qu'elle sera pérenne à terme? Est-ce que ça durera un certain temps ou est-ce qu'il faudra réinjecter des virus chez le patient de façon régulière? Ah oui, tout à fait. Pour l'instant, on est encore au stade préclinique, mais le simple fait qu'il y ait peu d'effets secondaires, et puis il y a ce tropisme surrénal pour ces nouveaux vecteurs qui sont désormais disponibles, et puis on a de l'expérience dans la prise en charge de d'autres pathologies. Et le fait aussi qu'on pourrait répéter le traitement, traiter de nouveau. Donc, je pense qu'il s'agit là d'une option thérapeutique viable. Rappelez-vous que seuls 30% des cellules, voire moins, qui sont transduites semblent suffire. Ça semble être assez. 30% des cellules transfectées semblent suffire pour relancer ou réamorcer la pompe du point de vue physiologique. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Donc, il y a encore 20 ans, on avait des problèmes, on ne savait pas quel type de virus utiliser. Il y avait un certain scepticisme ambiant et l'application était beaucoup plus compliquée que maintenant. Les modalités se sont simplifiées. Donc je pense que c'est tout à fait possible à l'avenir d'envisager une application clinique à ce stade, et ce, sans avoir besoin de passer au stade de l'étude sur des animaux de plus grande taille. Concernant les primates non humains, je pense que ça pourrait arriver au moment opportun. À mon sens, il est important que nous puissions isoler ces cellules souches progénitrices cortico-surrénales. Il nous faut des outils de dépistage pour assurer un dépistage rapide de différents phénotypes.
Et on le sait désormais que les virus adéno-associés peuvent être modifiés pour cibler un certain type cellulaire par opposition aux autres, parce qu'il y a une liaison spécifique du virus adéno-associé à la cellule. Donc c'est beaucoup plus complexe, il ne s'agit pas d'un seul récepteur. Donc je pense bien entendu qu'il y a une marge d'amélioration s'agissant des stratégies actuelles, mais on passe maintenant en phase clinique. Très bien. J'ai quelques questions qui émanent de la fenêtre de discussion, et puis j'en ai d'autres de mon cru. La première question. Est-ce que vous savez si ça pourrait permettre de restaurer de façon pérenne la fonction surrénale, parce que c'est quand même le but cherché, n'est-ce pas, à votre avis? Eh bien, qu'est-ce que j'en pense? Je ne me rappelle plus de l'auteur de cette étude assez récente, mais c'était une étude histologique qui a très bien montré l'absorption de ce virus adéno-associé par, je crois que c'était 2 sérotypes, le 10 et le 7, et c'était étonnant dans la zone fasciculée de CYP21. Donc, vous aviez des souris avec une carence en CYP21 et vous voyez la capsule dans la zone glomérulosa et vous voyez les 2 sérotypes qui sont absents. Et comme je l'ai dit précédemment, pour assurer un traitement au long cours, il faut choisir une approche, soit l'une, soit l'autre, mais il faut cibler ces cellules cortico-surrénales. Alors, surrénales, est-ce qu'il faut cibler 5% ou 50% Donc, il va falloir le déterminer de façon empirique. Donc, le ciblage des cellules sources, ça va être fondamental pour solutionner le problème. Une question de la part de Christine Rougeau. Pourrait-il être possible d'ajouter des patients? Bien entendu, c'est un défi également. Oui, alors, les patients Addison, bon, il pourrait y avoir, à cause de la pathologie, cela pourrait avoir un impact négatif sur la structure des cellules. Mais à mon avis, lorsque vous avez une insuffisance surrénale et un diabète, enfin, il y a des points communs. Et les cellules greffées n'ont pas forcément besoin d'être implantées soit dans les surrénales, soit dans le pancréas. Et il faut un lieu qui est très bien vascularisé. Il faut un organe bien vascularisé. Ça suffit. Et qu'en est-il des maladies, des pathologies auto-immunes? Si par exemple j'ai un Addison, moi je prends mes propres cellules urinaires ou mes propres cellules cutanées, j'essaie de les reprogrammer de façon aussi efficace que possible pour améliorer le phénotype. Bon, j'ai toujours mon Addison, mais par exemple les patients qui ont un diabète, ils peuvent utiliser leurs propres cellules. Et donc, soit un traitement pharmacologique, soit un système d'encapsulation. Vous avez une société en Californie qui s'appelle Biocide et qui est en train de tester ce système. Et ça pourrait aider les patients qui ont un Addison. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait 10 ans. Mais je pense qu'on a 10 ans de retard par rapport à un domaine important de l'endocrinologie, c'est-à-dire le diabète de type 1. Mais je pense qu'ils ont commis des erreurs. On peut en tirer certains enseignements pour les court-circuiter. Ça permet de raccourcir le processus et d'être plus efficace s'agissant de nos thérapies cellulaires. D'accord. Autre question. La thérapie génique pour la HCS développée par l'entreprise Adrenas, est-ce qu'on peut la réadministrer une fois que l'efficacité est réduite? Est-ce qu'il peut y avoir migration à terme vers le cortex? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la dernière partie de la question de l'orateur. Ces deux stratégies en termes de thérapie génique, quels sont les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre? Eh bien, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de différence entre les deux stratégies en termes d'efficacité. Sur la base des tests murins, donc sur la base des essais sur la souris, il ne semble pas y avoir de différence majeure entre les deux stratégies. En termes de devenir, en termes de stratégie curative sur ces essais, moi, ce que j'aimerais voir, ce serait des résultats
des résultats qui aillent au-delà du turnover cortico-surrénal auquel on s'attend dans 6 mois. Alors, ça pourrait prendre plus de temps chez l'homme que chez la souris, on ne sait pas. Ou alors peut-être la même période. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si l'effet est transitoire, si l'effet de la thérapie génique est transitoire, et est-ce que c'est vrai également chez l'humain? On espère que non. Malheureusement, j'ai certaines craintes. Mais bon, en termes biologiques, l'être humain et la souris sont relativement similaires. Est-ce qu'on a le temps pour une question supplémentaire ou est-ce qu'on s'arrête là? Je pense qu'il faut passer au dernier intervenant. Nous allons maintenant accueillir l'intervenant suivant, Andreas Schedel. Merci infiniment, Leonardo. Surtout, ne nous quittez